Ça devient de plus en plus compliqué dans cette Assemblée parce que vraiment, il y a quelques règles dans les prises de parole et dans le respect des personnes qui ont été élues. Et j'aimerais bien, Monsieur Le Nec, que vous y teniez parce que vos invectives continuelles pendant qu'on parle, ça nous empêche de travailler correctement. Et je trouve, Président, que vous n'êtes pas encore assez sévère. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on soit dans le respect et arrêter de parler les uns sur les autres et surtout avec la véhémence avec laquelle vous y allez. Voilà, donc j'ai bien compris que votre sens du débat, c'est de parler plus fort que les autres. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait de la démocratie. Bon, donc j'en reviens à mon propos, et que moi, la question que j'avais envie de poser ce matin, c'est comment on peut préparer l'avenir des hommes et des femmes de notre région, et ce faisant l'avenir de notre pays, quand le gouvernement, jour après jour, crée des situations complètement paradoxales. Et quand je dis paradoxal, dans ma bouche, c'est un euphémisme, parce qu'on ne compte plus les discours et les mesures contradictoires entre les ministres, entre le chef d'État et les ministres, les gouvernements successifs, ce que d'aucuns ont appelé une cacophonie, et d'autre part un gouvernement dont l'action économique et sociale se caractérise par un ancrage sur des valeurs de plus en plus et des mesures de plus en plus de droite, qui éloignent chaque jour un peu plus l'électorat de gauche des urnes, ainsi que la récente période électorale vient de nous le démontrer. Le dernier exemple, le ministre du Travail a commis un projet de loi concernant le dialogue social, qui envisage de réduire les espaces de démocratie dans l'entreprise et le droit des salariés à se mêler de leurs affaires. Je ne me livrerai pas une analyse de ce projet de loi qui s'étage dans 6 grands blocs de mesures. Il n'y a que deux mesures qui sont des avancées limitées. Pour le reste, le moins qu'on puisse en dire, pour nous, c'est plutôt une régression en termes de droit social. Je voulais me concentrer sur un point qui touche de près au moins la moitié de cette Assemblée, et en tout cas un domaine dans lequel notre collectivité intervient, c'est celui de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il y a eu de récents décrets qui ont renforcé les obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle. Et Monsieur le ministre propose, pour simplifier le dialogue social, de supprimer le rapport de situation comparée. C'est un outil qui sert à établir dans les entreprises un diagnostic sur l'égalité professionnelle, sur la base des salaires, de l'accès à la formation, du déroulement de carrière, et à rendre visible la flagrante inégalité entre les hommes et les femmes en matière de salaire, d'emploi, de carrière ou de responsabilité, ceci afin de les corriger. C'est quand même une mesure qui avait été instaurée en 1983 par Yvette Roudy, alors ministre des Droits de la Femme. Elle a connu des évolutions récentes qui tendaient plutôt à la conforter, puisque Mme Najat Vallaud-Belkacem avait fait entrer de nouveaux critères, et sa disparition serait une incohérence politique et un recul. Cela est d'autant plus regrettable que la mobilisation des directs et des autres partenaires sur l'ensemble du territoire français commence à porter ses fruits avec une méthodologie d'appui pertinente des entreprises, alliant formation collective et accompagnement individuel sur quelques jours. Parce qu'il faut former les services de ressources humaines et les représentants du personnel à l'analyse des indicateurs du rapport de la situation comparée pour se concentrer sur les mécanismes qui produisent les inégalités. Et parce qu'il est incontestable que cette question n'est pas résolue, nous avons pris la décision ici d'intégrer dans notre règlement concernant les marchés publics dans le domaine de l'économie sociale et solidaire le critère de l'égalité professionnelle. De plus, l'ensemble de nos conventions avec les entreprises aidées par le Conseil régional rappellent que celles-ci doivent respecter leurs obligations sociales, dont la production du rapport de situation comparée fait partie. Si, comme le prévoit le projet de M. Rebsamen, l'outil de mesure des inégalités professionnelles disparaît, sur quoi... Non, mais ça, c'est pas encore fait. Non. Mais non. Sur quoi nous appuierons-nous pour faire progresser la cause des femmes dans le domaine de l'égalité professionnelle? C'est pas faux, c'est dans le projet. Comment nous... Non, j'ai bien entendu les réponses, j'ai regardé, je ne partage pas votre opinion, ça n'a pas été retiré. Ça serait intégré dans un autre document. Comment allons-nous faire vivre l'exigence et le besoin des femmes de notre région à l'égalité effective de leurs droits sur la question de l'emploi? Le ministre doit entendre que cette question de l'égalité professionnelle ne peut pas et ne doit pas passer par perte et profit dans le cadre de la nouvelle loi en préparation. Donc moi, ce que je propose, c'est que face à ce risque, nous en fassions ici un sujet de mobilisation. Nous agissons dans ce domaine déjà, puisque notre vice-présidente
à la formation professionnelle a également une délégation sur cette question. Je crois qu'il serait juste que nous puissions évaluer et valoriser notre action dans ce domaine et engager une série de mesures volontaristes et adaptées. Nous avons bien sûr la possibilité de faire évoluer nos règlements d'intervention, mais nous pourrions aussi penser à des événements spécifiques qui marqueraient la volonté de la collectivité d'œuvrer concrètement à l'amélioration de la vie des Bourguignonnes au travail. Il ne m'a pas échappé que cette mesure a effectivement été contestée, mais je redis qu'il ne m'a pas échappé non plus que le ministre n'est pas revenu totalement sur cette question. Donc moi j'attends de voir le projet tel qu'il va sortir, et en tout cas je pense que nous on pourrait l'affirmer très clairement dans notre collectivité. Améliorer la vie des Bourguignons, c'est ce qui doit être le fil conducteur de notre action, mais lorsque l'État fait le choix de réduire ses dotations et dans le même temps de ne pas procéder à la nécessaire réforme fiscale, dotant à nouveau les régions de leur autonomie, c'est dans un premier temps la réduction puis la disparition des services publics locaux qui est à craindre. Et c'est précisément ce qui est en jeu dans l'avenant 25 de la Convention TER. C'est au nom d'une logique de nécessaire réduction des dépenses de fonctionnement que les lignes les moins fréquentées et donc les moins rentables sont percutées par des suppressions de circulation. Depuis la dernière session, ainsi que nous nous y étions engagés, nous avons retravaillé avec les acteurs territoriaux impliqués et nous pensons que d'autres solutions préservant les dessertes ferroviaires du Morvan sont possibles, tout en prenant en compte les impératifs de gestion et les besoins des populations. Si le statu quo n'est pas la solution, l'avenant 25 n'est pas incontournable. Des solutions alternatives sont possibles et Patrick Blanc exprimera la position de notre groupe au moment de l'exécution budgétaire et de l'individualisation de ce dossier. Je terminerai mon propos en l'élargissant au temps qui va suivre notre session en ce qui concerne la future grande région. La conférence des territoires qui se tiendra cet après-midi a été convoquée avec un ordre du jour portant principalement sur la désignation du chef-lieu provisoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons déjà exprimé à plusieurs reprises des critiques sévères concernant la réforme territoriale, dont nous redisons qu'à la fois elle va développer une compétition entre les territoires, mais également qu'elle va conduire à un affaissement de la vie démocratique sur les territoires et dans les institutions. Pour gérer le rapprochement, on nous a proposé un schéma dit de gouvernance politique dont nous avons déjà dit qu'il ne pourrait être le lieu de débat et de gestion démocratique nécessaire pour un sujet aussi important que celui d'une transformation des institutions de la République. En effet, le centre de gravité de ce schéma de gouvernance se situe autour des deux présidents des deux régions. Les assemblées et les autres niveaux de collectivité suivent les travaux. Bon, personnellement, ce que j'en pense, si on devait être réaliste, je dirais plutôt que suivre, on court derrière. Ça me semble un peu plus juste. Parce que qu'est-ce qu'on peut penser de cette conférence à laquelle quelques représentants de nos groupes politiques ici présents vont participer et pour laquelle nous avons reçu un projet de décret établissant d'ores et déjà la capitale provisoire à Dijon. Le gouvernement nous fait savoir ce qu'il convient de décider. Bon, moi, je pense que la conférence des territoires, elle aurait pu définir des critères, travailler à des critères d'une répartition territoriale équilibrée des pouvoirs dans la région, qu'elle aurait pu interroger et entendre M. Delzan, le préfet préfigurateur désigné pour mener à bien les transformations de l'État. Bon, on aurait pu entendre aussi son homologue de l'ARS. On aurait pu disposer avant la date de la conférence de documents préparatoires, ce n'est pas le cas, on a un projet de décret point barre, d'un espace virtuel collaboratif pour recueillir les avis, et ceci de manière transparente vis-à-vis des citoyens. Mais tout cela n'est pas organisé. Alors, sans qu'aucun travail préparatoire n'ait pu avoir lieu, cette conférence, elle sera comme la précédente, certes un lieu d'expression, mais diverses et juxtaposées, pas un lieu d'élaboration, ni un lieu de création de compromis, qui sont les éléments d'un vrai débat démocratique. Je considère qu'il y a une continuité dans une forme de mépris vis-à-vis de la représentation citoyenne, mais c'est, me semble-t-il, la suite logique du refus d'une consultation des citoyens. Alors, quant au choix du chef-lieu de la région, question qui nous est posée, si cette question concentre le débat, ce n'est pas pour des questions qui seraient identitaires. La Franche-Comté comme la Bourgogne ne connaissent pas historiquement de forts mouvements régionalistes, et les Franc-Comtois et les Bourguignons sont avant tout français, enfants de la République, enfin, à travers les enquêtes d'opinion, c'est ce qu'il en ressort. Non, nous pensons que si cette question attise le débat, c'est que les citoyens ont bien compris la logique des politiques actuelles qui organisent des concentrations de richesse et de pouvoir dans des agglomérations urbaines à vocation monopolistique, au détriment des territoires alentours. Et ils ont bien compris que cette compétition entre les territoires est à l'œuvre, et certains craignent d'en être les laissés pour compte.
Et je crains qu'ils aient raison, car toute la logique de la réforme territoriale, c'est quand même de mettre les territoires en conformité avec la logique de compétition du système économique capitaliste au bénéfice de quelques-uns. Et incise au détriment des plus petites entreprises, parce que dans cette affaire-là, c'est toujours les gros qui gagnent dans ce schéma. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi ce n'est pas l'inverse? Pourquoi ne mettons-nous pas toute la logique d'un développement économique au service des territoires et des citoyens dans une optique de partage des richesses? Et donc, puisque la loi concernant les compétences envisage de rendre prescriptifs certains schémas, pourquoi nos schémas de développement économique ne deviendraient pas prescriptifs pour le monde économique? Entre la main invisible et surtout impitoyable du marché et celle de la planification étatique ou de l'économie administrée, il y a à explorer la dimension d'une conception et d'une maîtrise citoyenne du développement économique, et cela appelle à un développement des services publics pour soutenir cette exigence citoyenne d'un renouveau démocratique, y compris dans l'entreprise et dans les lieux de formation. Et nous pensons que la région, par un certain nombre de ces politiques, peut contribuer à cette évolution. Voilà, chers collègues, ce que je souhaitais vous dire en préambule.